Réserve fédérale des États-Unis, amis ou ennemis à venir du marché mercredi 29 avril. Ce mercredi 29 avril, s'agit-il de la dernière décision de politique monétaire de Jérôme Powell? Le marché action, après sa remontada depuis le début du mois d'avril, est-il à nouveau beaucoup trop cher sur le plan des fondamentaux? Et si malgré tout, malgré la crise énergétique, malgré le prix du pétrole, malgré le prix du gaz, malgré le prix de l'urée qui tarde à retomber, et si malgré tout, la Fed restait accommodante? Kevin Warsh sera-t-il ou pas à la tête de la Fed le 16 mai? Dans cette vidéo, vous allez assister à première partie 29 avril. Ce mercredi 29 avril, les attentes très simples concernant cette nouvelle décision de politique monétaire de la Fed, très attendue, la première depuis le début des opérations militaires le 28 février dernier. Deuxième partie, Kevin Warsh sera-t-il à la tête de la Fed le 16 mai? Et oui, Jérôme Powell, son mandat se termine le 15. Est-il crédible de croire que Warsh aura les rênes de la Fed dès le 16? Est-ce que cela va être retardé? Je vous explique toutes les étapes. Vous allez voir, c'est compliqué. C'est à nouveau très politique. Et c'est encore de la négociation. Ensuite, pétrole et inflation US. Et si malgré tout, malgré le rebond de l'inflation nominale, malgré le prix du pétrole, malgré les discours collapsologiques, et si malgré tout, la Fed ne touchait pas à ses taux d'intérêt? Je vous donne quelques arguments en faveur de cela. Ensuite, Max 7, Magnificent 7, semaine à nouveau cruciale, mais vraiment. Alors oui, bien sûr, le marché action a remonté grâce à la tech, mais ça, bon, ok. D'ailleurs, cette semaine, résultat des GAFAM, résultat des Magnificent 7, vous allez voir, il y a une petite surprise dans les anticipations de profit. Hormis Nvidia, c'est plutôt la profondeur de la cote. On attend davantage de croissance des bénéfices. Alors justement, le cycle macroéconomique, où en est le cycle industriel? Est-il bouleversé par les événements géopolitiques récents? Le marché action US, le S&P 500, qui a fait de nouveaux records, est-il donc à nouveau trop cher sur le plan des fondamentaux? Et vous allez voir que la réponse va vous surprendre. Bien sûr, est-il à nouveau trop cher sur le plan des fondamentaux? Sommes-nous, après une telle reprise verticale, à nouveau en surachat sur le plan technique? Comment est-ce que le marché a pu passer en 2 semaines d'une survente sur le plan technique à un surachat sur le plan technique? Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Jérôme Powell versus Kevin Warsh. Et si la Réserve fédérale des États-Unis, contre toute attente, restait accommodante ces prochains mois? Le marché action US, le S&P 500 est-il à nouveau trop cher? C'est parti, chers amis. Bienvenue, nouvelle édition du Top Gun. Le plan, je viens de vous le donner, il s'affiche ici à nouveau à l'écran. On va aussi parler des secteurs de la tech, des résultats des GAFAM, du cycle macroéconomique, des Magnificent 7, de l'inflation, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de la valorisation boursière. Et donc, comme c'est chargé, je vous propose d'attaquer directement mercredi 29 avril, la dernière de Jérôme Powell. Point d'interrogation, car oh oui, les choses sont compliquées, car le processus de validation de Kevin Warsh a pris beaucoup de retard. Il est en cours au Sénat des États-Unis et l'opposition à sa nomination, en tout cas les éléments qui challenge et qui peuvent retarder sa nomination, sont pas forcément issus uniquement du camp démocrate, mais aussi du camp républicain. Voilà que tout ce beau monde s'inquiète, mais à juste titre, de l'indépendance à venir de la Fed et de l'indépendance de pensée aussi de M. Warsh, qui, la semaine dernière, parce que les auditions sont en cours, a bien répété au Sénat des États-Unis qu'il était là pour avant tout lutter contre l'inflation. Mais que peut-il dire d'autre en vue d'obtenir cette validation? Donc, commençons par le commencement. Effectivement, cette semaine, c'est donc une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, le 29 avril. La dernière a eu lieu le 18 mars, donc 2-3 semaines après le début des opérations militaires. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure dans l'introduction, mais à ce moment-là, si vous voulez, le recul était très limité, notamment en termes de durée, d'impact. Donc là, il y a davantage de recul. Notez que ce mercredi 29 avril, la Fed ne va pas mettre à jour ses projections macroéconomiques, parce qu'il n'y a pas de petit astérix ici. Que va-t-il donc se passer ce mercredi 29 avril? Eh bien, il y aura donc une décision sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, qui lui donc est stable dans la fourchette 3,50-3,75. Notez d'ailleurs, mais ça moi j'y crois absolument pas, faites une capture d'écran, nous en reparlerons. Alors moi rassurez-vous, je fais des captures d'écran en permanence, donc ce que je peux vous dire c'est que
En début d'année, les anticipations de reprise, donc je suis sur l'outil CME Fed Watch Tool, les anticipations de reprise du baisse de taux d'intérêt des fonds fédéraux, c'était pour le 17 juin. 17 juin qui, théoriquement, doit être la première décision de politique monétaire présidée par Kevin Warsh, parce que le mandat de Jérôme Powell se termine le vendredi 15 mai, sauf que si avant cela, eh bien, il n'y a pas eu le vote en session plénière au Sénat des États-Unis, donc le vote pas uniquement en commission bancaire du Sénat des États-Unis, mais en session plénière, eh bien, à ce moment-là, Jérôme Powell peut rester en poste, ou on peut nommer un autre président par intérim. Bon, il peut y avoir plusieurs options sont sur la table, bien sûr. Après, si les choses accélèrent, on peut voir, vu comment le marché voit et comment le marché a joué depuis début avril le verre à moitié plein, oh, bah, pourquoi pas au fond, tout est possible. Hein. Tout est possible. Donc, en tout cas, pour ce 29 avril, la probabilité d'une baisse de taux est de 0%. Voilà, donc une hausse de taux aussi. Hein, voilà, mais d'ailleurs, c'est plus ou moins le cas sur les 12 prochains mois. Bien sûr que tout ça va changer très rapidement. Garantie une chose, dans un mois, les anticipations du CME Fed Watch Tool seront complètement différentes. Alors, est-ce que la Fed va rester accommodante déjà? Donc, le taux va rester stable. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Mais donc, le bilan de la Fed, est à nouveau donc en nette augmentation. Et vous allez voir aussi la liquidité nette. Il y a énormément d'éléments donc qui sont en reprise du côté de la politique monétaire non conventionnelle. Mais donc, conférence de presse et communiqué de presse. Voilà, donc c'est tout ce qui nous attend ce mercredi 29 avril. Je continue donc, deuxième partie. Kevin Warsh sera-t-il président de la Fed le 16 mai? Alors là, les choses sont compliquées. En fait, il y a tout un processus, si vous voulez. Ce n'est pas que Jérôme Powell qui décide, ce n'est pas que Donald Trump qui décide. Donald Trump qui a nommé Kevin Warsh à la tête de la Fed, c'était en début d'année. Mais derrière, aux États-Unis, le Congrès est très puissant et le Sénat des États-Unis est extrêmement puissant. Et il a notamment derrière, au-delà de l'aspect purement législatif, et il y a la plupart des décisions de l'exécutif américain, alors bien sûr pas faire la guerre, hein, enfin théorie si, mais bon là non, ou même en matière commerciale, là il y a une nomination, il y a une validation qui est obligatoire par le Sénat des États-Unis. Donc il y a un certain nombre d'étapes qui ont déjà été faites, sont en cours les étapes au Sénat des États-Unis, il y a deux étapes importantes, donc là nous sommes cette fin du mois d'avril, quelque part entre l'étape numéro 4 et l'étape numéro 5. Quelque part entre l'étape numéro 4 et l'étape numéro 5, sachant que pour envisager que Kevin Warsh puisse prendre la tête de la Fed à partir du 15 mai, il faut non seulement un vote positif en commission bancaire du Sénat, donc une majorité de sénateurs de cette commission qui votent en faveur de Kevin Warsh après toutes les auditions, et c'est pas aussi simple que de dire il y a une majorité républicaine, ça va passer. Non, parce que même certains républicains remettent en cause l'indépendance de Kevin Warsh, le fait que ça pourrait remettre en cause l'indépendance de la Fed. Il y a dans le camp républicain une fronde, si vous voulez, pour reprendre des termes politiques un peu d'usage en France, contre l'administration Trump. Alors une fois que ce vote sera passé en commission bancaire, c'est probablement l'étape la plus importante. Derrière, il y a le vote au Sénat en séance plénière. Alors il y a aussi certains sénateurs qui s'opposent à la nomination de Kevin Warsh tant qu'il y a actuellement un processus judiciaire contre Jérôme Powell pour lui mettre la pression, pour qu'il quitte son poste au sein du FOMC, parce que vous savez, Jérôme Powell, il quitte son poste de patron de la Fed le 15 mai, mais il peut très bien rester, il reste membre du FOMC. Sauf s'il part, sauf s'il démissionne. Donc il y a des pressions qui sont faites contre lui. En même temps, bon, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. L'administration Trump, ce qu'ils voudraient, eux, c'est Kevin Warsh à la tête de la Fed et que Jérôme Powell quitte le FOMC. On va peut-être à un moment ou à un autre essayer de négocier pour avoir Alors ça va être intéressant si Kevin Warsh prend la tête de la Fed. Alors là, autant vous dire que sauf accélération majeure et des résultats favorables en termes de vote, en termes de timing, on est sur une faible probabilité que le vote en session plénière au Sénat ait lieu pour confirmer Kevin Warsh à la tête de la Fed. Mais sait-on jamais? Là, ça pousse à mort pour que les choses accélèrent. Mais quand bien même, donc,
Kevin Warsh prendrait la tête de la Fed à partir du 16 mai ou pas, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que Jérôme Powell sera encore dans le FOMC? Et donc finalement, il va y avoir des frictions. Et puis le patron de la Fed n'a pas plus de voix que d'autres. Il n'a pas de droit de veto. Alors par contre, en cas d'égalité, c'est son vote qui fait pencher la balance. Il a aussi de l'influence, mais si Jérôme Powell reste dans le FOMC, il peut aussi garder de l'influence. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent. Voilà, bref, en tout cas, ça, c'est un des enjeux majeurs de la semaine. Mais donc là, ce mercredi 29 avril, c'est toujours Jérôme Powell qui sera à la tête de la Réserve fédérale des États-Unis. Ça va être intéressant de voir d'ailleurs ce qu'il va dire dans sa conférence de presse. Il va y avoir des questions sur, bien sûr, va-t-il rester ou pas à la tête de la Fed, etc. Alors, pétrole et inflation US, la Fed pourrait rester accommodante. Alors là, je ne veux pas vous vendre du rêve, mais en même temps, je n'ai pas eu besoin de le faire. Le marché a vendu du rêve. Dans sa façon de se reprendre, dans sa façon de résister enfin, je ne sais pas comment on peut nommer, je pense qu'on peut parler de crise énergétique, de risque systémique, enfin, on en a parlé, voilà, tout le monde rabâche ça depuis le début du mois de mars. C'est complètement surprenant, cette réaction du marché. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a des raisons à cela. Puis il y a des raisons qui peuvent s'expliquer, qui peuvent sembler logiques. Alors, beaucoup s'inquiètent de la vague d'inflation, d'un resserrement monétaire possible pour lutter contre l'inflation, etc. Si vous voulez, eu égard au fait que la crise énergétique provoque en parallèle aussi un ralentissement économique, et qu'il y a deux objectifs de la part de la Banque centrale, elle n'est pas là pour amplifier le ralentissement économique. Bien sûr, elle est là aussi pour lutter contre l'inflation. Mais justement, les choses sont très bien faites. L'inflation a toujours été divisée en deux catégories, l'inflation nominale et l'inflation sous-jacente. L'inflation nominale est notamment influencée par les éléments dits volatiles, énergie et alimentation, pétrole, gaz et urée. Là, c'est le sujet de l'urée, l'engrais urée. Vous savez, on en a parlé, qui d'ailleurs se maintient tout en haut. Et l'inflation sous-jacente. Et il est très clair dans les objectifs de la Banque centrale que la politique monétaire se forge sur l'inflation sous-jacente, core inflation en anglais. Cette core inflation, l'impact de l'énergie de l'alimentation, c'est zéro. C'est zéro. Et ce qu'on observe depuis le début du conflit, c'est que certes, il y a une augmentation mathématique de l'inflation nominale, directement calculée sur le prix du pétrole et du gaz. L'inflation sous-jacente, elle n'a pas bronché, ou très peu. Donc l'espoir, en fait, est là. Donc ça c'est une première chose. Pétrole et inflation US, la Fed pourrait rester accommodante. Effectivement, si vous regardez donc les toutes dernières datas, vous avez donc l'inflation nominale qui s'est envolée, c'est un fait. Par contre, voilà, l'inflation sous-jacente ne bronche pas. L'inflation nominale s'est envolée, l'inflation sous-jacente ne bronche pas. Vous l'avez aussi ici. All items, l'inflation nominale qui donc a rebondi. Et par contre, je croise avec l'inflation sous-jacente, elle continue de baisser. Regardez l'inflation sous-jacente. Et je vais notamment vous mettre par exemple l'inflation immobilière qui continue de baisser. Et n'oubliez pas une chose, l'inflation sous-jacente, il s'agit donc de l'inflation des services et notamment de l'immobilier. L'immobilier, c'est 40% du CPI. C'est énorme. C'est 40% de l'inflation sous-jacente, pardon. Et là, les pressions baissières sont énormes. Je vous montre les indicateurs d'inflation temps réel immobilière là, qui ont été mis à jour pour mars. Ils n'ont jamais été aussi bas. Et à 1,80. Donc, il y a des éléments qui font que, finalement, alors je ne parle pas de baisse de taux, mais je vois mal. Les banques centrales peuvent s'appuyer sur cette inflation sous-jacente pour ne pas... Alors, il y a aussi, bien sûr, toute la politique monétaire non conventionnelle. Rappelez-vous, le bilan de la Fed, la fin du programme de quantitative tightening en décembre dernier, l'engagement d'un quantitative easing technique. Souvenez-vous, l'engagement d'un QE technique. Et ça, les choses commencent à se voir sur le bilan de la Fed. Attendez, je vous remonte ça. Là, vous avez oublié la courbe, c'est la courbe du dollar. Concentrez-vous sur la courbe bleue, c'est le bilan de la Fed. Le bilan de la Fed réaugmente depuis décembre dernier. Du coup, se pose la question, mais comment expliquer une telle résilience du marché action américain? La politique monétaire non conventionnelle, elle est accommodante. Le bilan de la Fed augmente. La liquidité nette US,
vraiment je vous parle de la liquidité nette au sein du système financier US, elle rebondit. Oubliez la courbe du Bitcoin, peu importe. Regardez la liquidité nette US. Elle rebondit depuis 4-5 mois. En fait, si vous voulez, pour assurer la liquidité du marché interbancaire, pour écraser les taux d'intérêt à court terme, ce programme de quantitative easing technique fait que la liquidité nette US remonte. Le M2 américain, je vais vous remontrer ça. Le M2 américain, la masse monétaire M2 US, a fait en février un nouveau record historique. Et nous attendons les chiffres de mars. Donc, vous avez en fait, au-delà de la politique monétaire en termes de taux d'intérêt, depuis la fin de l'année 2025, une volonté de la Banque centrale de neutraliser les tensions sur le marché monétaire. Et ça, c'est de la politique monétaire accommodante. À cela s'ajoute la présidence de la Fed. Je viens de vous en dire un mot. Que Kevin Warsh arrive. Alors, s'il y a un blocage total, ok, bon, on verra. Mais en tout cas, bon, Jérôme Powell va partir. Le prochain patron de la Fed sera de toute façon sous l'influence de l'administration Trump. Donc vous avez déjà une politique monétaire non conventionnelle qui est accommodante. Vous avez une inflation sous-jacente qui reste sous contrôle. La présidence de la Fed va changer. Vous avez quand même des éléments, si vous voulez, qui permettent que la Fed puisse rester accommodante. Alors après, bien sûr, vous avez les indicateurs de marché, pétrole, Brent européen, gaz et engrais urée. Ça, c'est de l'inflation. Ça peut être de l'inflation future, mais encore une fois, c'est dans l'inflation nominale. Et même l'engrais urée. Alors, je ne veux pas faire un discours trop optimiste, hein, mais l'inflation alimentaire, là, c'est la période des semis, alors, pas dans tous les hémisphères. C'est la période des semis pour certaines cultures. Où là, concrètement, oui, le prix de l'engrais urée qui est décisif, notamment pour le maïs et le blé, oui, derrière, il y aura une augmentation de l'inflation alimentaire. Mais cette inflation, alors déjà, c'est provisoire, c'est volatile, et cette inflation alimentaire, elle est mise dans l'inflation nominale, avec le prix du pétrole. Les banques centrales regardent l'inflation corps. Elles regardent les deux, mais ajustent leur politique monétaire sur l'inflation corps. Ça d'ailleurs, au passage, ça reste un sujet d'inquiétude. Je vous montre l'engrais urée. Alors attendez, là je veux passer en cours de clôture, vous allez le voir. Voilà, à droite, regardez. Là c'est l'engrais urée. Alors, pour l'engrais urée, ce que l'on regarde, c'est c'est UME 1 point d'exclamation. C'est l'engrais urée du Moyen-Orient. Il fait référence, vous avez l'urée en Chine, mais celui qui fait référence à l'échelle mondiale, c'est celui-ci. Effectivement, depuis le 28 février, il s'envole, il est passé de 505 à 850. Et ça impacte les semis actuels. Et donc oui, derrière, ce sera davantage d'inflation alimentaire ces prochains mois, au moment des récoltes et ensuite au moment de la distribution aux consommateurs. Oui, mais ça aussi, c'est rangé dans l'inflation nominale. Bon, vous voyez, il y a quand même des éléments. Alors au final, le juge de paix, c'est le taux obligataire américain à 2 ans. Et le taux obligataire américain à 2 ans, eh bien, pour l'instant, il évolue toujours autour du taux d'intérêt de la Fed, qui est à 3,75. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le taux d'intérêt qui anticipe le mieux l'action à venir de la Fed. Et tant que le taux à 2 ans est autour du taux de la Fed, le taux du marché à 2 ans, c'est que le marché attend une stabilité du taux d'intérêt des fonds fédéraux. En tout cas, donc, pour résumer, vous allez avoir une politique monétaire non conventionnelle qui est accommodante, avec une augmentation du bilan de la Fed, de la liquidité nette US, de la masse monétaire M2 US, une politique monétaire conventionnelle et taux d'intérêt qui devrait rester flat, donc pas davantage restrictive. Voilà, il en faut peu pour le marché, hein, pour être heureux. Donc ce sont des éléments d'explication de reprise. Alors après, voilà, il y aura un retour de bâton à un moment ou à un autre ces prochains mois, tout le monde le sait, mais bon, ok. Donc, sur cette histoire d'inflation sous-jacente, je tenais vraiment à être à nouveau précis, quitte à trop insister, mais si vous voulez, il faut faire attention au discours qui consiste à dire le pétrole s'envole, l'engrais urée s'envole, crise alimentaire, etc. L'inflation sous-jacente, l'alimentation et l'énergie sont exclus. Et je confirme, sont exclus, n'interviennent pas dans le calcul.
L'inflation sous-jacente pour le CPI, ce sont les logements, le loyer, c'est ultra dominant. Et là, nous sommes dans une phase complètement désinflationniste. Complètement désinflationniste, qui n'est absolument pas remise en cause et qui ne le sera pas. Donc voilà, il y a des éléments, si vous voulez, qui font que la dépendance à la géopolitique est assez faible pour ce qui est de l'inflation sous-jacente. Alors Magnificent Seven, semaine fondamentale, décisive, secteur de la tech US, alors décisive, crucial, alors décisive oui et non, justement j'ai un certain nombre de choses à vous montrer sur ce sujet, donc là je vais un peu trop vite, on va revenir ici, donc oui effectivement, alors, attendez au passage, je repasse comme ça, je me remets, hop, voilà, impeccable, on va repasser un coup sur le pétrole, voilà, donc vous avez cette semaine du 27 avril, beaucoup de résultats d'entreprise, notamment donc les GAFAM, mais pas que. Mardi 28 avril, vous avez Visa, ça pèse quand même 590 milliards. Ensuite, eh bien, lorsque vous arrivez à partir du mercredi 29 avril, c'est là où vous allez avoir le gros. Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Meta, etc., etc. Et vous avancez. Alors bien sûr, le marché, lui, attend essentiellement les résultats de Nvidia. Alors, est-ce que ce secteur de la tech est à nouveau aussi décisif ? Le jeudi 30, vous avez Apple. Oui, il est décisif. Oui, de par son poids dans les indices. Oui, il est décisif. Regardez par exemple, je vous remontre ici le secteur de la tech US. Eh bien, c'est le secteur de la tech US qui est remonté. Alors, lui, il a fait presque parfaitement. Il manquait une séance de baisse pour avoir le prix d'entrée parfait au moment de la correction de mars. Une séance de baisse de plus et il revenait sur son ancien record et c'est reparti. Bon. Donc voilà que le secteur de la tech est remonté tout en haut. Est décisif, c'est lui qui pèse le plus, c'est 30 ou 35% du calcul du S&P 500. Mais il y a une petite surprise. Lorsque vous regardez les anticipations de croissance des bénéfices, parce qu'au fond, pourquoi le marché action a remonté ? Le marché action remonte tant qu'il y a des anticipations de croissance des profits, et notamment dans le secteur de la tech. Mais regardez, c'est intéressant. Selon les données de FactSet, pour ce premier trimestre 2026 et pour l'année 2026 dans sa totalité, eh bien, alors là, ce sont les Magnificent Seven. En vert, c'est le S&P 500 493. Et en bleu clair, ce sont les Magnificent Seven moins Nvidia. Et quand vous retirez Nvidia, regardez, en bleu clair, vous retirez Nvidia, eh bien, le S&P 500 493 a plus de croissance de bénéfices que les Magnificent Seven. Donc en fait, le S&P 500 493 est plus fort que les Magnificent Six. Donc en fait, c'est intéressant, ça fait très longtemps qu'on n'a pas observé ça. Vous avez davantage de croissance des bénéfices sur la profondeur de la cote, et ça aussi, ça explique la résilience. Et tout ça, c'est très lié au cycle macroéconomique. Alors bien sûr, là, ce sont les anticipations maintenant. Vous voyez un peu comment le marché est optimiste. Là, ce sont les analystes financiers qui vous disent, pour eux, ils ne voient pas de crise industrielle en perspective, pas de crise énergétique. C'est le marché est focus vers à moitié plein. Donc ça, forcément, oui. Et d'ailleurs, le S&P 500 équipondéré, est remonté à proximité de son record. Non, ça c'est le S&P 500 classique. Voilà. Le S&P 500 équipondéré est remonté au contact de son record historique. Alors va-t-il le franchir ? Ça, nous verrons bien. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que il y a la profondeur de la cote semble être à nouveau en soutien. Je continue, donc semaine importante pour les résultats des Mac 7 pour le secteur de la tech, ça va influencer la suite. Maintenant, le cycle macroéconomique est-il menacé par la géopolitique ? Alors là, forcément, on écoute un média d'information continue, tout le monde dit oui, bah oui. Les médias d'information continue mettent en avant, à juste titre, la crise énergétique qui se profile, la crise alimentaire, la pénurie, tout ce que vous voulez, etc. Avec des délais théoriques de réouverture. Vous savez, moi je pense que quand tout ça sera terminé, pour de bon, les choses peuvent redémarrer plus rapidement que ce qu'on croit. Même s'il y a des délais théoriques de relance d'un outil industriel, il y a aussi de l'outil industriel au Golfe qui est largement endommagé. Je pense que ce sera plus rapide que ce qu'on pense. Malgré tout, le cycle macroéconomique est-il menacé par la géopolitique ? Et justement, cette semaine, c'est intéressant parce que vous allez avoir vendredi 1er mai, il faudra rester sur le pont, vendredi 1er mai, la mise à jour de l'ISM, du PMI manufacturier de l'ISM aux États-Unis. C'est le baromètre industriel que regarde la haute finance américaine. Et pourquoi ce baromètre est intéressant ?
ce baromètre est intéressant parce que depuis le début de l'année, il y a une explosion à la hausse, une rupture bullish, une rupture haussière du business cycle industriel aux États-Unis. On voit ça d'ailleurs à l'échelle du monde. Mais ça, voilà, c'était avant le conflit. Donc il y a une accélération globale du cycle industriel à travers le monde parce que les taux ont baissé, parce qu'il n'y a plus de problème, parce qu'il y a eu un ajustement, il n'y a plus de décalage offre-demande structurel. Rappelez-vous qu'il avait été lié à la crise sanitaire. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que les disruptions qui sont liées aux événements géopolitiques depuis la fin du mois de février vont-ils finir par recréer un choc du business cycle? Si ce n'est pas le cas, autant vous dire que ça ne sert à rien d'être bear sur le marché action. Et donc, ce vendredi 1er mai, vous avez la première mise à jour majeure depuis le début des opérations militaires du PMI manufacturier de l'ISM. Et s'il se maintient au niveau des 3 derniers mois, c'est que les industriels restent archi confiants. Et que finalement, une fois le prix de l'énergie normalisé, eh bien, ils ont une anticipation en fait, de normalisation rapide. Et ça c'est une des clés, notamment pour tout ce qui n'est pas la tech. Donc ce vendredi 1er mai, ça c'est un indicateur que je vais suivre de près. Et nous en reparlerons bien sûr de ce business cycle. S&P 500 est-il à nouveau trop cher sur le plan fondamental? Oh là, ça y est, on est déjà sur une heure de vidéo. Vous êtes toujours avec moi? Merci, ça fait plaisir. Est-il à nouveau trop cher sur le plan des fondamentaux? Rappelez-vous, il était cher en début d'année. Même depuis souvenez-vous, on en a parlé 1000 fois. Le PE de Schiller, le PE Forward, il était trop cher. Tout était trop cher, etc. Bon. Alors là, il y a eu un drop en mars. Forcément, on est revenu dans une zone moins chère. La question est, maintenant que le marché action est à proximité de ses records historiques, entre-temps, est-ce qu'il a récupéré le même niveau de cherté qu'avant? Vous allez voir que la réponse est non. Tellement les anticipations de profit sont optimistes. C'est ça qui est incroyable. Le marché, les analystes financiers, que ce soit en termes d'anticipation de profit pour la tech et de manière générale pour le cycle économique général, sont archi optimistes. Ce qui fait que même si le marché action a monté tout en haut, eh bien il est moins cher que ce qu'il était en début d'année. Pas non plus nettement moins cher, mais il y a quand même des indicateurs donc, qui ne mentent pas. Je vous montre par exemple le price earning forward. Voilà. Donc, le S&P 500, lui, il est remonté à son nouveau record. Le S&P 500 est remonté à son nouveau record. Là, vous avez donc la baisse récente. La situation du marché. Et là, le price earning forward n'est qu'à 21, alors qu'il était monté à 23. Donc, alors que le S&P 500, lui, est remonté au contact de son record historique, et voire même au-dessus, le PE forward n'est qu'à 21. La zone de risque, c'est bien sûr ce sommet-là et ce sommet-là, 2020, et le sommet de début d'année à 23, tellement les anticipations de profit sont optimistes et ont été revues en hausse. Donc, écoutez, il n'est a priori pas à nouveau trop cher selon le PE forward, mais alors, encore une fois, il faut délivrer sur les résultats. Il faut délivrer sur les résultats, d'où l'importance, cette semaine, des résultats de la tech et des forward guidance. Prenez le PE de Schiller. Au moins, le PE de Schiller, c'est pas du bullshit, c'est le prix du marché rapporté aux bénéfices passés. PE forward, on compare le prix du marché aux bénéfices anticipés des 12 prochains mois. PE de Schiller, c'est le prix du marché comparé donc aux bénéfices passés retraités de l'inflation. Eh bien, nous sommes là avec un S&P 500 revenu donc proche de ses records à 40,36. Le record historique, c'est 44. D'une certaine façon, on a toujours le sentiment que le S&P 500 est en mesure d'avancer tant qu'il n'a pas rejoint ce record absolu du PE de Schiller. Ce n'est pas très loin. Donc là, effectivement, nous sommes toujours en zone très chère, mais moi j'ai vraiment le sentiment qu'il a envie d'aller chercher ça avant vraiment de marquer une pause cette fois-ci qui sera importante sur le plan des fondamentaux. Et quant au PE classique, donc c'est le prix du marché rapporté aux bénéfices des 12 derniers mois, eh bien, alors que le S&P 500 est remonté donc, sur ses records, eh bien, le PE classique, lui, a refait que les 2/3 du chemin. Donc, si on fait la synthèse, PE classique, PE de Schiller, PE forward, oui, PE de Schiller, le marché est cher, mais si vous voulez, le fait que là, d'être revenu au record historique, les anticipations de profit sont tellement optimistes que le marché est moins cher finalement qu'il était au début de la crise. Voilà.
Donc ça, ce sont des fondamentaux, c'est incroyable comment la finance US est capable de se recalibrer sur les fondamentaux plus classiques. Alors, les indices boursiers sont-ils à nouveau en surachat technique? Pour répondre à cette question, je vais utiliser un seul outil. Je vais utiliser un seul outil, qui est l'outil quantitatif. Deux façons. Le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, oui, regardez, là, le bottom du conflit, mi-mars, il n'y avait plus que 18% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. C'était en survente, ça a rebondi. Et là, on vient d'atteindre la zone opposée. Donc oui, ça c'est pour le court terme. Oui, on est en surachat. Il faut que ça retombe ici. Il faut que ça retombe dans cette zone avant de repartir. Donc on peut très bien retracer tant que, on ne retrouve pas un peu d'air, c'est-à-dire un pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui retombe dans cette zone des 20 et 30%. Et pour le moyen terme, on peut regarder le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Là, ce fut donc le bottom à la fin du mois de mars. Et nous sommes revenus en zone haute, avec plus de 60% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Pas non plus en zone d'excès moyen terme majeur, mais en zone haute. Donc c'est davantage le court terme, avec le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, qui invite à une phase de retracement, de pause à court terme. Mais vous voyez que finalement, derrière, il peut y avoir de l'upside, et notamment donc, si ce marché reste calibré sur ses anticipations de profit toujours hyper optimistes, et si ce marché se dit que finalement la Fed pourrait être beaucoup plus accommodante que les scénarios de resserrement monétaire envisagés au pire de la crise énergétique et donc aux événements géopolitiques récents. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo Top Gun vous a intéressé, et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.